Catastrophe, affolement, panique, la situation ou le ressenti actuel des dirigeants algériens face à ce qui risque de se passer le 30 et le 31 octobre prochain. À la fin de ce mois d'octobre, l'un des piliers de la propagande du régime algérien, le régime Tebboune, on a même fait une cause sacrée, risque de s'effondrer. Tout risque de s'effondrer, de disparaître. Il y a une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui est déterminante. Une défaite catastrophique. L'avenir direct de Abdelmadjid Tebboune est menacé. Cette panique du régime Tebboune s'explique par ce qui va se passer dans le dossier du Sahara occidental et du Maroc. Le Conseil de sécurité de l'ONU a choisi pour le mois d'octobre 2025, a désigné comme étant un mois stratégique pour l'avenir de la question du Sahara occidental. Ce qui va changer, c'est que c'est un projet de résolution que les États-Unis d'Amérique ont proposé. Ce avant-projet propose est-ce qu'on ne parle plus de l'indépendance du Sahara occidental. On élimine l'option du Sahara occidental indépendant. On remplace l'option du Sahara occidental indépendant par l'option d'un Sahara occidental autonome rattaché au Maroc. Il décide de mettre fin au mandat de la MINURSO au 31 janvier 2026. C'est-à-dire que le Sahara occidental va devenir un territoire marocain. Juste un territoire autonome. Si cette résolution elle est adoptée, la proposition d'autonomie du Maroc, elle sera le seul cadre de négociation pour une solution mutuellement acceptable. C'est-à-dire c'est fini l'indépendance. Catastrophe, affolement, panique, agitation, désarroi. Les mots ne manquent pas pour décrire la situation ou le ressenti actuel des dirigeants algériens face à ce qui risque de se passer le 30 et le 31 octobre prochain. À la fin de ce mois d'octobre, l'une des doctrines, l'un des piliers de la propagande du régime algérien, l'une des causes majeures du régime Tebboune, le régime Tebboune, on a même fait une cause sacrée, risque de s'effondrer, tout risque de s'effondrer, de disparaître à partir du 30 au 31 octobre prochain. Il y a une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui est déterminante pour l'avenir de la géopolitique algérienne et de la politique internationale menée par le régime Tebboune. Je dis encore une fois, le régime Tebboune risque d'encaisser une défaite catastrophique qui pourrait le délégitimer et qui pourrait le discréditer et qui pourrait surtout l'affaiblir sur le plan interne au point où l'avenir direct de Abdelmadjid Tebboune est menacé. Une partie de l'avenir de Abdelmadjid Tebboune se joue le 30 et le 31 octobre prochain. Et pour vous décrire la panique qui s'est emparée du régime Tebboune et de ses principaux décideurs, je vous invite à me suivre avec beaucoup de concentration et d'attention, s'il vous plaît. C'est très important ce qui va se passer d'ici la semaine prochaine, dans les 5 ou 6 jours à venir. En ce moment, les signes de la panique sont plus que perceptibles. Cette panique du régime Tebboune s'explique par ce qui va se passer dans le dossier du Sahara occidental et du Maroc. Abdelmadjid Tebboune, il a construit sa légitimité sur l'anti-marocanisme, sur la marocophobie ambiante. Il a élevé le dossier du Sahara occidental au rang de cause sacrée, le mettant sur le même pied d'égalité que la cause palestinienne. Brièvement, la différence entre le régime Bouteflika et les anciens régimes algériens du régime Tebboune était lesquels? C'est que les précédents régimes défendaient la cause du Sahara occidental, la considéraient comme un principe de la diplomatie algérienne et régissaient ou essayaient plutôt de gérer les relations avec le Maroc sans se baser à chaque fois sur les évolutions du dossier du Sahara occidental. Le régime Tebboune, au contraire, avec la rupture de relations diplomatiques en 2021, il a utilisé la cause du Sahara occidental comme la boussole et le pilier fondateur de sa politique internationale. Et pour se légitimer aux yeux de la population algérienne, et pour empêcher toute tentative de renversement de son régime, toute tentative de contestation de sa légitimité, pour empêcher qu'un autre mouvement de contestation populaire ne voit le jour comme le Hirak, pour justifier son deuxième mandat, pour justifier la politique arbitraire du régime, pour justifier la persécution, pour justifier la répression des libertés publiques et individuelles. Abdelmadjid Tebboune et son régime ont toujours utilisé le Maroc et le Sahara occidental comme la carte, comme le prétexte, comme l'origine de toutes les origines de leur politique, comme la justification suprême
de leur politique. Le Maroc a normalisé ses relations avec Israël. Israël est à nos portes. Le Maroc va s'armer, il a conclu une alliance militaire avec Israël en novembre 2021. Donc Israël et le sionisme, l'entité sioniste, comme l'appelle le régime algérien, va pouvoir utiliser le territoire marocain pour nous attaquer, pour violer notre souveraineté, pour nous détruire, pour nous déstabiliser. Le Maroc est devenu donc l'adversaire, l'ennemi absolu, l'ennemi juré, et la diabolisation permanente du Maroc et la marocophobie politique, culturelle et idéologique du régime Tebboune lui a permis de construire un mythe national. C'est quoi ce mythe? C'est que si le régime s'effondre, il n'y a pas de problème de démocratie en Algérie, il n'y a pas de problème de développement économique, il n'y a pas de problème de légitimité des institutions. Non, il y a un problème de sécurité nationale. L'Algérie est menacée par Israël et le Maroc. Et si le régime s'effondre, c'est l'Algérie qui sera colonisée, qui deviendra une colonie israélienne ou une colonie ou un pays qui perdra toute sa souveraineté et un pays réduit à l'esclavage ou réduit à une forme de protectorat ou un pays qui sera bradé aux intérêts israéliens. Donc le mythe du régime Tebboune, c'est qu'il doit rester au pouvoir, il doit durer le plus longtemps possible, il doit se maintenir, il doit rester fort, il doit encore détenir toutes les clés du pouvoir, il doit détenir tous les pouvoirs justement pour protéger l'Algérie contre l'alliance machiavélique et maléfique d'Israël avec le Maroc et les Émirats arabes unis qui sont le troisième grand méchant dans cette histoire. C'est ça le mythe. Si on ne comprend pas l'importance de ce mythe pour le pouvoir Tebboune, on ne peut rien comprendre, on ne comprendra rien au fonctionnement du régime algérien, à l'évolution de l'actualité politique en Algérie et aux dynamiques internes au sein du régime algérien. Le mythe du Maroc ennemi, du Maroc allié d'Israël et des Émirats qui menace l'Algérie, de l'Algérie qui risque d'être encerclée, qui est assiégée, qui risque d'être envahie, c'est ce mythe qui permet au régime Tebboune de justifier tout le reste. Sa politique économique, sa politique idéologique, sa politique internationale et diplomatique, et sa politique de répression et de persécution des libertés publiques et individuelles et toutes les voies discordantes. Bien sûr, il y a quelques petites parts de vérité. Il y a des rivalités, il y a quelques menaces, l'expansion israélienne dans la région, peut inquiéter légitimement n'importe quel pouvoir dans la région, n'importe quel régime dans la région, n'importe quel État dans la région. Mais malheureusement, le régime algérien utilise cette expansion israélienne et cette proximité entre Israël et le Maroc comme un élément fondateur de sa survie. Ça, c'est important. Pourquoi la date du 30 et du 31 octobre, elle risque de marquer l'effondrement de ce mythe. Et si ce mythe s'effondre, c'est-à-dire si l'Algérie perd tout dans le dossier du Sahara occidental, si la communauté internationale reconnaît que le Sahara occidental ne peut pas être indépendant, il ne sera pas indépendant, il doit rester une région autonome rattachée au Maroc, dans le meilleur des cas, et ben le régime algérien va perdre sa carte. La carte sa carte du Sahara occidental pour affaiblir le Maroc, pour affaiblir l'axe Tel Aviv, Rabat et Abu Dhabi, elle sera perdue définitivement. Elle n'aura plus aucun sens, elle n'aura plus aucune utilité, et le régime algérien sera perçu par sa propre population comme un régime faible, impuissant, puisque ça fait 5 ans qu'on chante aux Algériens et aux Algériennes qu'on est le dernier bastion contre l'expansion israélienne et pro-israélienne dans la région, qu'on est le dernier bastion de la défense des causes justes et des peuples opprimés, comme la Palestine et le Sahara occidental, une perte totale ou une perte définitive sur le dossier de la question du Sahraoui, est un revers, pas un simple revers géopolitique ou diplomatique, c'est un revers de politique interne, c'est un discrédit, c'est un affaiblissement, je dirais même un effondrement d'une grande partie de la légitimité de Tebboune. Alors pourquoi la date du 30 et du 31? Le Conseil de sécurité de l'ONU a choisi pour le mois d'octobre 2025 un mois qui l'a désigné comme étant un mois stratégique pour l'avenir de la question du Sahara occidental. Le Conseil de sécurité de l'ONU a établi trois agendas. Voilà. Premier agenda du 8 octobre, le 10 et le 30 octobre. Le 8 octobre, il y a eu une présentation de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies,
l'Italien Stéphane de Mistura, qui a donc présenté qui a exposé devant les membres du Conseil de sécurité les derniers développements de ce dossier, et avec ses conclusions sur ses tournées, etc., qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, ses recommandations, etc. Ça, c'était le 8 octobre. Ça, c'était le 8 octobre 2025. Je rappelle que Stéphane de Mistura est l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères en Italie. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très très bien le Maghreb et qui a de bonnes relations avec l'Algérie. Ensuite, il y a eu le 10 octobre et une deuxième réunion du Conseil. Ça, c'est des réunions à huis clos. C'est-à-dire qu'il n'y a que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui peuvent participer, qui assistent à ces réunions. La deuxième réunion, c'est le 10 octobre. Elle a été consacrée à un exposé technique du responsable russe de la MINURSO. La MINURSO, c'est la mission des Nations Unies d'observation elle est dirigée par un Russe qui s'appelle Alexandre Evanko. Je rappelle que la MINURSO, c'est un organe important pour le Sahara occidental. Pour la question du Sahara occidental, c'est la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. C'est une opération, c'est une force des forces de l'ONU qui est chargée du maintien de la paix des Nations Unies au Sahara occidental, et son quartier général est établi à El Ayoun. Elle a été créée par la résolution 690 en 1991, et sa mission exactement est de veiller à ce que l'accord de paix soit respecté par le Maroc et le Polisario, et d'œuvrer pour essayer d'organiser un référendum d'autodétermination pour pouvoir régler définitivement le problème du Sahara occidental. Donc lui, le russe Alexander Evanko, le chef de la MINURSO, il a fait un exposé, etc. le 10 octobre. C'était la deuxième réunion de l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU. Ensuite, la dernière séance, c'est la séance la plus stratégique, c'est le 30 octobre et elle peut durer jusqu'au 31 octobre. Et ça, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui doit voter. Il doit voter une nouvelle résolution. La nouvelle résolution, elle parlera du rôle de la MINURSO. Généralement, chaque année, le Conseil de sécurité de l'ONU, il fait un vote pour prolonger le mandat de la MINURSO pendant une année. Et ça perpétue le statu quo du dossier Sahara occidental. Il est bloqué. Pas de référendum, le Maroc n'en veut pas, le Polisario ne veut pas de l'autonomie, ne veut pas négocier, il veut l'indépendance, il veut pas se soumettre au Maroc, et la situation reste bloquée. Sauf que cette fois-ci, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que c'est un projet de résolution que les États-Unis d'Amérique ont proposé. Ce projet de résolution, qui sera discuté le 30 et le 31 octobre prochain par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Je rappelle qui sont les membres du Conseil de sécurité de l'ONU? Vous avez les membres permanents, c'est-à-dire les grandes puissances qui ont le droit de veto et qui sont en permanence représentent les puissances qui sont en permanence représentées au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avez la Chine, vous avez les États-Unis d'Amérique, vous avez la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni. Ça, c'est une évidence, tout le monde la connaît. Maintenant, il y a les membres non permanents qui ont un mandat de 2 ans. L'Algérie est un membre non permanent cette année, comme par hasard. Et son mandat se termine à la fin de l'année 2025. Mais vous avez le Danemark, la Grèce, Guyane, Pakistan, Panama, la Corée du Sud, la Sierra Leone, la Slovénie et la Somalie. Tous ces pays-là ont des mandats et siègent en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, certains pays ont des mandats qui se terminent en 2026, d'autres ont des mandats qui se terminent en 2025. Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU, il est composé toujours de 15 membres, et chacun des membres peut présider pendant 1 mois, c'est une présidence qui est tournante. Ensuite, des élections pour désigner les membres non permanents. Il y a des mécanismes de l'ONU qui permettent de désigner et d'élire les pays membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Le 30 et 31 octobre prochain, il y aura une décision cruciale qui devra être adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU concernant l'avenir du Sahara occidental. C'est pour la première fois, ce dossier risque d'être définitivement clos, où il va prendre une tournure majeure vers une solution définitive. Qu'est-ce qui va se passer? Les États-Unis d'Amérique ont proposé une résolution qui change radicalement la perception du Conseil de sécurité de l'ONU de la question du Sahara. Pour le moment, le Conseil de sécurité de l'ONU a toujours demandé est-ce que ce problème soit résolu par l'organisation d'un référendum, considérant que le territoire du Sahara occidental était un territoire non autonome
qui doit être décolonisé. Donc son statut juridique reste à déterminer parce qu'il n'a pas été décolonisé correctement ou comme il se doit depuis le départ de l'ancienne puissance occupante qui était l'Espagne en 1975. Ce dossier, le 22 octobre dernier, tout a commencé le 22 octobre dernier, les États-Unis d'Amérique ont fait parvenir aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU un avant-projet de résolution. Cet avant-projet, qu'est-ce qu'il dit? Cet avant-projet, je vais vous lire quelques passages. Ce avant-projet propose à ce qu'on ne parle plus de l'indépendant du Sahara occidental. On élimine l'option du Sahara occidental indépendant. Et qu'on remplace l'option du Sahara occidental indépendant par l'option d'un Sahara occidental autonome rattaché au Maroc. Voilà, je vais vous lire quelques extraits. Nous avons obtenu le texte puisqu'il a circulé par la suite et l'Algérie, des partis en Algérie comme des partis au Maroc ont obtenu ce texte intégral du projet de résolution qui a été élaboré par les États-Unis d'Amérique, qui a été transmis à tous les pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et comme aux autres pays non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce texte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, il propose trois options majeures. La première option, il décide de mettre fin au mandat de la MINURSO au 31 janvier 2026. C'est-à-dire que contrairement aux années précédentes, la MINURSO n'aura plus un mandat d'une année. Le 31 janvier 2026, elle va s'arrêter. Ils vont la prolonger uniquement de 6 mois. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique disent qu'à chaque fois qu'on prolonge le mandat de la MINURSO, le Maroc et le Polisario ne négocient pas, l'Algérie et la Mauritanie ne s'impliquent pas, personne ne s'implique et ce conflit reste bloqué. Pour lever les blocages, on retire la MINURSO, comme ça on oblige toutes les parties prenantes de ce conflit à trouver un compromis à négocier. Mais quels sont les compromis qui sont proposés? Voilà ce que dit le 5e article de la résolution élaborée par les États-Unis d'Amérique. Accueillant favorablement l'initiative de l'envoyé personnel voilà, entendez-moi. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit prendre note dans ce contexte du soutien exprimé par les États membres à la proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc, présentée le 11 avril 2007 au secrétaire général comme la base la plus crédible pour une solution juste et durable aux différends, affirmant qu'une autonomie véritable sous souveraineté marocaine est la solution la plus réaliste, saluant le leadership du président Donald Trump en matière de résolution de conflits au Sahara occidental et prenant note de son appel aux partis à engager des discussions sans délai en utilisant la proposition d'autonomie du Maroc comme seul cadre de négociation pour une solution mutuellement acceptable. Et ce en félicitant en outre de l'engagement des membres du Conseil à faciliter le progrès. Je répète, les Américains proposent à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU valide définitivement l'option marocaine de l'autonomie et à éliminer définitivement l'option de l'indépendance du Sahara occidental. L'ONU ne va plus demander l'indépendance du Sahara occidental, elle va demander à toutes les parties impliquées dans ce conflit à négocier autour de la feuille de route de l'autonomie du Sahara occidental. C'est-à-dire que le Sahara occidental va devenir un territoire marocain, juste un territoire autonome. Je répète, le soutien exprimé par les États membres à la proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc, présentée depuis le 11 avril 2007 au secrétaire général des Nations Unies. Elle sera considérée, cette proposition marocaine, comme la base la plus crédible pour une solution juste et durable aux différends, affirmant qu'une autonomie véritable, sous souveraineté marocaine, est la solution la plus réalisable, saluant le leadership du président Donald Trump en matière de résolution du conflit du Sahara occidental et prenant note de son appel aux parties à engager des discussions sans délai en utilisant la proposition d'autonomie du Maroc comme seul cadre. C'est bon. Les Américains veulent imposer, veulent pas imposer parce qu'il y aura un vote. Les Américains n'imposent pas, ils proposent. Logique, dans le droit, ils proposent. Après, il y a du lobbying pour convaincre tout le monde de voter en faveur de cette résolution américaine. Si cette résolution elle est adoptée, le seul cadre de négociation pour une solution au conflit du Sahara occidental sera la proposition d'autonomie du Maroc.
La proposition d'autonomie du Maroc, elle sera le seul cadre de négociation pour une solution mutuellement acceptable. C'est-à-dire, c'est fini l'indépendance. Ce que demande l'Algérie, ce que demande le Polisario, ne sera plus jamais tenu en considération, ne sera plus jamais considéré comme une option valable ou négociable par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et ça, c'est un changement majeur. Et pour mettre la pression sur les partis, sur le Polisario, l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc, pour qu'ils trouvent un accord rapidement, les Américains disent, on enlève la MINURSO, c'est bon. On ne la finance plus, on l'arrête le 31 janvier 2026. Du coup, toutes les parties n'auront plus d'intermédiaires, il y aura personne ne va assurer l'accord de paix, ou on va vers la guerre, ou on fait la paix. Et encore une fois, les Américains demandent à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU demande des négociations basées sur la proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc, en vue de parvenir à un règlement juste et durable du différend. C'est-à-dire, encore une fois, c'est fini. On n'en parle plus, on ne parle plus de l'option de l'indépendance. Par contre, la résolution américaine, elle termine sur ceci. Elle exhorte les parties à engager ces discussions sans délai ni conditions préalables. C'est-à-dire, c'est pas la peine que le Polisario et l'Algérie nous mettent des conditions. Sur la base de la proposition d'autonomie du Maroc, en vue de parvenir avant l'expiration du mandat de la MINURSO. C'est-à-dire qu'il faut qu'avant le 31 janvier 2026, le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie trouvent un accord définitif qui résout ce problème-là. Grâce à une solution politique finale et mutuellement acceptable, prévoyons une autonomie véritable au sein de l'État marocain comme étant la solution la plus réaliste, tout en garantissant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Et ça, les Marocains n'en parlent pas beaucoup parce que les Américains, ils étaient justes. Ils acceptent le plan, ils encouragent, ils demandent l'application du plan d'autonomie marocain, mais il faut garantir l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. C'est-à-dire que il faut que le peuple sahraoui décide, vote. Quand on dit l'autodétermination, ça veut dire qu'il y a un référendum, un vote, qui permet aux Sahraouis de dire, nous on est d'accord avec l'autonomie. Et la question sera résolue. Il sera réglé. Et cette résolution américaine, si elle est adoptée entre le 30 et le 31 octobre prochain, bye bye tous les efforts de l'Algérie pour l'indépendance du Sahara occidental, bye bye toute la doctrine basée sur l'emmerdement, sur l'indépendance de ce territoire pour affaiblir le Maroc et ses alliés dans la région. Bye bye tous les efforts, tous les financements, tous les budgets, tous les lobbying qui ont été initiés et réalisés, financés, accomplis par l'Algérie depuis 3 ou 4 décennies en faveur de l'indépendance du Sahara occidental. Cette résolution est adoptée. Selon toutes les sources bien introduites au sein des Nations Unies, selon les médias spécialisés, selon les diplomates chevronnés, cette résolution américaine a toutes ses chances d'être acceptée. La Russie, c'est elle qui va diriger le Conseil de sécurité de l'ONU pendant ce mois d'octobre. On a vu un rapprochement important entre la Russie et le Maroc. Et la Russie, elle a dit que si cette option de l'autonomie, elle est acceptée par toutes les parties, moi je ne vais pas utiliser mon veto, donc je ne vais pas dire non. La Chine ne risque pas de dire non, elle va pas utiliser. Dans le pire des cas, la Chine et la Russie vont s'abstenir. Pour bloquer cette résolution américaine, il faut qu'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU utilise son droit de veto. La France, elle reconnaît la marocanité du Sahara occidental et elle demande l'autonomie pour le Sahara occidental dans le cadre d'un Maroc unifié. Les États-Unis d'Amérique, vous connaissez sa position, c'est la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La Grande-Bretagne, récemment, elle a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc les 3 membres permanents ne vont pas utiliser leur veto, ils sont pour le Maroc. Vous avez la Russie et la Chine qui se sont beaucoup rapprochés du Maroc depuis 2024. Et les 2 pays, dans le pire des cas, s'ils n'utilisent pas pour cette résolution américaine, pour la bloquer, il faut utiliser le droit de veto. Or, les Russes, ils n'ont pas envie d'utiliser le droit de veto parce qu'ils ont dit que cette option, elle est acceptée. Étudions-la. Appliquons-la. Et la Chine, qui elle-même veut récupérer Taïwan, elle a un problème avec Taïwan, etc., elle va pas soutenir l'indépendance d'un autre territoire qui fait sécession. Et la Chine, elle est de plus en plus proche du Maroc. Donc, les deux risquent de ne pas utiliser ou de s'abstenir. S'ils vont pas dire oui, ils vont s'abstenir, ils vont pas voter, ils n'utiliseront pas leur droit de veto, donc la résolution passera. Si la résolution passe, le régime Tebboune est dans une grosse merde, pardonnez-moi l'expression, et dans de sales draps, parce qu'il devra expliquer à l'opinion publique, comme il devra expliquer à l'institution militaire, son échec. C'est le plus grand échec de l'histoire de la diplomatie algérienne, qui a fait du Sahara occidental une cause sacrée et qui n'a pas anticipé les coups, parce que Tebboune n'a pas anticipé.
Il n'a rien anticipé. Il pensait que le statu quo va perdurer. Le régime algérien n'est pas con. Il sait très bien que le Sahara occidental ne sera jamais indépendant. Il sait très bien que c'est une cause perdue. Mais il voulait maintenir le statu quo pour maintenir la pression sur le Maroc, pour encercler le Maroc, pour empêcher que le Maroc ne gagne définitivement cette bataille ou cette guerre du Sahara occidental, et pour permettre à la diplomatie algérienne d'exister, de rayonner et d'être considérée toujours comme un acteur clé de la géopolitique mondiale, puisqu'elle est, elle est le soutien direct, militaire et financier diplomatique du Front Polisario. Mais si d'ici, comme les Américains ont donné un agenda, fin janvier 2026, ce problème Sahara occidental doit être résolu, réglé. On le met, ça veut dire qu'il sera plus considéré comme un territoire non autonome. Les Nations Unies vont le considérer comme un dossier résolu. C'est donc l'effondrement d'un mythe fondateur du pouvoir algérien auquel nous allons assister, auquel nous risquons d'assister. Et tout indique que nous allons assister à cela d'ici le 30-31 octobre. Alors, que fait le régime algérien en attendant? Dans une panique sans précédent, il est confronté à une panique sans précédent, il essaie de jouer la carte de désespoir. Première carte, le Polisario, il envoie une lettre au secrétaire général de l'ONU dans lequel il dit qu'il est prêt à négocier avec le Maroc le plan d'autonomie marocain à condition qu'il y ait un référendum. Donc changement majeur de la position du Polisario, qui a toujours demandé l'indépendance, qui a toujours lutté pour l'indépendance, qui a toujours fait la guerre pour l'indépendance. Cette fois-ci, le jeudi 23 octobre dernier, le ministre des Affaires étrangères du Polisario, Mohamed Islam Beyset, a dit que nous sommes prêts à négocier avec le Maroc l'option d'une autonomie à condition qu'il y ait un référendum qui valide cette option. Et il a dit, discuter de la proposition d'autonomie en dehors du cadre d'un référendum n'est pas envisageable et ne peut être accepté sans aucune forme. Sauf que la résolution américaine, elle part d'un référendum, puisqu'elle dit, elle part d'un mécanisme d'autodétermination. Donc le Polisario a changé de position. Et s'il a changé de position, c'est que l'Algérie lui a demandé de changer de position pour sauver l'honneur. Parce que là, maintenant, on doit juste sauver l'honneur. Comment sauver l'honneur? C'est-à-dire comment on peut plus limiter les dégâts, on a perdu. On a tout perdu, mais il faut sauver l'honneur. Pour sauver l'honneur, on va dire, ok, faisons un référendum. Si la population choisit l'autonomie, on est d'accord. Par la suite, comme la résolution, comme il reste pas beaucoup de jours, comme il reste uniquement 5-6 jours, et que c'est pratiquement plié, et que le régime algérien a compris que, sauf miracle à la dernière minute, la Russie et la Chine vont bloquer la résolution américaine, il n'y a pas de raison, encore une fois, il n'y a aucun indice qui pourrait témoigner d'un changement de cap de la part de la Russie et de la Chine. Et bien, les autorités algériennes maintenant cherchent à préparer leur opinion publique. Comment expliquer cette défaite stratégique et historique? Comment expliquer cette débâcle à l'opinion publique algérienne? Donc, on lance des opérations de propagande. La presse algérienne, hier, toute la presse algérienne, elle a publié une information qui accuse la France et les Émirats Arabes Unis de pousser tous les acteurs, tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à voter en faveur de cette résolution américaine qui acte la souveraineté du Maroc. Donc on essaie de dire que c'est la France et les Émirats qui ont acheté les voix des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une manière de se dédouaner, de dire que si l'Algérie elle a perdu, c'est parce qu'il y a eu la corruption, il y a eu du lobbying, il y a eu des pressions intenses qui ont été exercées par la France et les Émirats. Comme le régime Tebboune ne veut pas critiquer les États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui ont élaboré cette résolution. Ce n'est pas les Émirats Arabes Unis ou la France. C'est une résolution de l'Amérique de Donald Trump. Comme Tebboune et Chengreh, les dirigeants algériens, n'ont pas le courage de critiquer, de s'attaquer à l'Amérique de Donald Trump, ils s'attaquent à la France d'Emmanuel Macron et aux Émirats de Cheikh d'Mbz, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. C'est plus facile de s'attaquer aux Émirats et à la France que de s'attaquer aux États-Unis d'Amérique. Mais c'est une tentative désespérée de manipuler l'opinion publique. Parce que les Algériens et les Algériens, au lendemain du 30, du 31 octobre, ils vont demander des comptes. Ils vont dire, où sont? On a financé le Polisario, on l'a armé. Vous avez fait du Sahara occidental une cause sacrée. Vous nous en parlez jour et nuit depuis 5 ans. Vous l'avez mis sur le même pied d'égalité que la cause palestinienne. Et à la fin, on a perdu, on a encaissé une défaite, une débâcle. Et là, vous nous dites c'est à cause de la France et des Émirats. Vous êtes sérieux? Personne ne prend au sérieux les arguments du régime algérien.
C'est le mythe, l'un des mythes fondateurs du régime algérien qui va s'effondrer. Et dans cet effondrement, il y aura une grande partie de la légitimité du régime Tebboune qui va partir en fumée. Et les Algériens et les Algériens vont découvrir que leur système, que ce régime n'est ni puissant, ni rayonnant, ni crédible, ni sérieux, ni capable de défendre ses propres feuilles de route ou ses propres agendas. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.